Et de ce point de vue, il me semble, en tout cas comme contribution, qu'il y a au moins trois grands axes. Et plusieurs de ces axes ont été évoqués par les uns et les autres, comme je disais. La première idée essentielle, à mon avis, c'est que amplifier ce mouvement de la mémoire et de l'altérité nécessite de bâtir des alliances, de mettre sur pied des alliances entre divers acteurs, notamment une alliance avec le monde des, des archives. Il y a, il y a, il y a, on ne peut pas travailler sur la mémoire sans préserver ses archives, sans travailler sur la préservation des archives privées et sans des liens permanents avec le monde professionnel des archives. La présence d'archives du Maroc et du professeur Jean Abeda dans nos débats le prouve s'il le fallait. Mais même la création même de fondations Mémoire pour l'avenir est partie d'une certaine manière de la rencontre avec un fonds d'archives sur Tumlili. Donc, la question des archives, préserver ces archives, les organiser, les déposer, les préserver, c'est les déposer dans les archives publiques, c'est travailler avec le monde des archives. Deuxième évidence, c'est que, on l'a dit dès le départ, Jean Abeda, on l'a parlé dès le départ, il y a mémoire et histoire. Il n'y a pas, de mon point de vue en tout cas, il n'y a pas disons, de priorité de l'un sur l'autre. Mais on ne peut pas travailler sur la question de la mémoire, de l'altérité, sans des liens solides avec le monde de l'histoire, avec le monde académique. Mais d'autres professionnels des sciences humaines peuvent aussi contribuer, des sociologues, des anthropologues et d'autres métiers. Donc, des liens forts, permanents avec le milieu académique. Troisième disons, troisième allié nécessaire, c'est le monde de la muséalisation, le monde des musées. Cela ne sert à rien de préserver des archives si elles ne sont pas présentées au plus grand nombre. Un des moyens les plus nobles, les plus évidents, c'est bien évidemment la muséalisation des archives qu'on trouve, de l'histoire qui se fait pour la présenter au plus grand nombre, notamment à la jeunesse. Enfin, là aussi, dans ce bloc sur les alliances à bâtir, on en a parlé hier, c'est tout ce qui concerne la préservation et le repérage du patrimoine. On a donné hier plusieurs exemples d'inscription de certains sites du patrimoine aux inventaires de l'UNESCO. Il y a l'inventaire aussi de l'ICESCO, on en a parlé hier, qui est en train de voir le jour. En tout cas, inscrire tous ces lieux dans ces divers patrimoines, veiller à leur préservation, à leur réhabilitation est nécessaire. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc qui me semble essentiel, et en tout cas que j'ai découvert avec beaucoup d'amis chrétiens en Europe, c'est d'évidence la nécessité de cultiver l'empathie à l'autre. On l'a dit tout à l'heure encore ce matin, que connaître, c'est reconnaître. Il faut, pour reconnaître quelqu'un, le connaître. Et de ce point de vue, il faut qu'on se pose la question si nous nous donnons tous les moyens de connaître l'autre. On voit bien que, et ça a été dit aussi ce matin, me semble-t-il, s'il y a eu des exemples comme Tumlili, mais ce n'est pas le seul. On a parlé de Louis Massignon, d'autres personnages, le comité des intellectuels catholiques des années 50 et son rapport aux indépendances du Maghreb, on pourrait multiplier les exemples. Mais c'est parce que durant cette période, il y a eu un mouvement vers l'autre, de connaissance de l'autre, de respect de sa dignité, de sa culture, de ses particularités, et en même temps de connaissance réelle. L'Institut pontifical des études islamiques a été créé à Rome et les diverses manifestations dans les divers aires catholiques est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. C'est parce que l'Église catholique et le monde protestant ont changé durant disons, le XXe siècle, qu'ils ont pu aussi aller vers les autres. Tout cela va bien évidemment aboutir au Concile Vatican II. Cultiver l'empathie, cultiver la curiosité de l'autre. Les personnes du monde musulman doivent se poser cette question, me semble-t-il. Est-ce qu'ils sont assez ouverts aux autres aires culturelles, aux autres spiritualités?
Troisième question, là aussi, qui a été discutée ici et là, hier et aujourd'hui, c'est ce rapport avec le politique. Est-ce qu'on est dans une spiritualité stricte ou il faut-il en permanence inscrire tout ce qui concerne le spirituel dans le monde global, dans le monde social tel qu'il est? Je dirais même qu'il faut qu'on s'oppose en permanence, en tout cas c'est une conviction profonde, je pense chez nombre d'entre nous, c'est qu'on ne peut pas avoir un dialogue interculturel déconnecté du réel politique, du réel géostratégique. S'il y a inégalité entre les individus dans une société, il ne peut pas y avoir de débat, d'échange. Il faut qu'ils aient les mêmes droits. Il faut que l'égalité soit là, que la dignité de tous soit respectée. Et donc, le politique peut poser problème, bien évidemment. Le politique au sens noble, pas comme l'a précisé Driss Rose tout à l'heure, pas le politique partisan, mais le politique au sens noble du terme est là et doit être en permanence pris en compte. Dernier point, et j'arrêterai là, c'est que d'évidence, des politiques de la mémoire exigent des relations entre pouvoir public, entre pouvoir politique et entre société civile. Et ces rapports ne sont jamais évidents, ils peuvent être complexes, ils peuvent être même à certains moments conflictuels. Je veux dire, la place de la société civile est toujours difficile à inscrire, à respecter pour partout, un peu partout. Et donc, comment arriver à bâtir des relations contractuelles, des relations de coopération entre pouvoir public et société civile. Là aussi, c'est une problématique posée à nous tous d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà quelques mots d'introduction. Je vais sans tarder lancer la discussion en remerciant d'ores et déjà notre ami Zaki Haddouche d'être notre rapporteur et les consultantes en communication, journalistes. Je leur remercie d'être avec nous et de veiller à rendre à résumer nos travaux. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à notre ami Bakary Sambé, qui est directeur du Timbuktu Institute, l'African Center for Peace Studies, qui est à Dakar, qui est apparemment entre Dakar et Niamey, j'avoue ma méconnaissance. M. Sambé est fondateur de l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique. Il est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Dakar, le grand établissement, à Saint-Louis, pardon, un grand établissement connu. Et ses travaux actuels s'intéressent aux stratégies endogènes et des dynamiques transfrontalières et il développe des approches agiles en zone de crise. Il est expert auprès des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine. Il a notamment, je lis, conçu et mené le plaidoyer pour l'implantation de la cellule régionale de prévention et de lutte contre le radicalisme des G5 Sahel. Merci, M. Sambé, à vous la parole pour qu'on puisse tous nous exprimer, avoir un débat avec les participants. On m'a demandé de veiller à ce que les interventions tournent autour de 7 à 10 minutes. Merci de respecter ce délai très court. M. Sambé, à vous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je remercie la Rabita et ses partenaires, mais aussi ma très chère collègue et amie Aïcha Haddou, qui a beaucoup insisté et qui m'a fait intéresser à cette conférence qui, je pense, est très, très importante pour ce que nous faisons aujourd'hui et aussi au regard des réalités contemporaines. Je vais aller très vite, comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Moi, j'aimerais axer mon intervention un peu sur cette tension des appartenances. Quand je parle de tension des appartenances, je ne vais pas reprendre tous les paradigmes déjà développés chez Abdelali sur la question de l'identité, l'ambivalence, mais aussi la fluctuation de l'identité culturelle, comme disait Mémi. Mais je me situe, je ne vais pas parler de moi non plus, mais presque. Je me situe dans ce débat-là, dans cette tension des appartenances entre une ère sahélienne, africaine, qui interagit avec deux mondes qui ne lui sont pas étrangers, c'est-à-dire le monde arabe et musulman ou arabo-musulman, c'est selon, mais aussi le monde occidental, avec un partage d'histoire, de patrimoine, un partage aussi d'identité co-construite. Sur ce débat-là, très souvent, notamment, je vais beaucoup insister sur la dimension
islamique de ce débat, où quelquefois, au sud du Sahara, nous voyons une forme d'interrogation que l'on soulève souvent sur quelle est la place de notre africanité dans ces identités globalisantes, standardisantes. Aussi bien dans la grande globalisation économique, géopolitique, etc., la mondialisation en outrance, la libéralisation de l'économie, etc., mais aussi dans ce qu'on appelle ce monde musulman. De ce fait, on se retrouve dans deux situations assez intéressantes. L'une est cette querelle mémorielle qui continue tout le temps, et peut-être je ne suis pas peut-être d'accord de dire que je vais confondre histoire et mémoire. Pour moi, les choses peuvent se dissocier. Quelque chose peut être partie intégrante de votre histoire. Vous pouvez avoir une mémoire qui n'est pas forcément votre histoire, parce que d'autant plus que l'histoire se construit, se revendique et se vit. Bref, quand on regarde les relations avec l'Europe, il y a beaucoup d'écrits dessus, depuis le mouvement de la négritude, pendant les indépendances, tout ce débat sur nos rapports avec l'Occident. Mais là où je vais insister aujourd'hui, c'est nos rapports avec le monde arabe et ce qu'on appelle le monde arabe musulman, dans lequel, en théorie, on parle d'une Oumma islamique qui, à mon avis, est une illusion et une forme de construction identitaire qui, depuis la naissance du réformisme, ou même avant, n'est jamais sortie de son état de projet. La Oumma en tant qu'une appartenance, une forme comme disait Rodinson, un patriotisme de communauté. Eh bien, dans cette Oumma-là, quand on lit la place qui est accordée à l'Afrique dans le monde arabe, d'abord, je ne parle pas de l'imaginaire depuis Ibn Khaldoun et d'autres, c'est-à-dire que le monde africain a toujours été considéré comme une périphérie de l'islam. Peut-être le monde iranien dirait la même chose par rapport à cette tentative, en tout cas cette prétention de centralité des acteurs arabes au sein du monde musulman, bien qu'étant la minorité dominante, je les appelle le monde arabe étant représentant la minorité dominante du monde musulman, représentant moins de 20% des musulmans, mais culturellement dominante. De ce fait, la question de l'altérité n'a jamais été sérieusement posée. Il y a eu, ça et là, des débats qui ont eu cours au cours de l'histoire, mais il y a eu aussi, et je ne m'inscris pas dans ce paradigme-là, les travaux de Lewis, etc., qui parlaient de race et de couleur dans le pays d'islam. Je suis loin de la perspective de Bernard Lewis, dont je ne revendique pas beaucoup les thèses, mais on se rend compte que dans l'imaginaire arabe, aussi bien dans la langue, dans la culture, dans l'histoire, il y a des stigmates qui aujourd'hui continuent à façonner le rapport intersubjectif entre arabes ou ceux qui se disent arabes, parce qu'est-ce que le Maghreb est arabe ou non, c'est un autre débat, entre ceux qui s'identifient comme arabes et les Noirs africains. On trouve des éléments objectifs dans la langue, on trouve des éléments objectifs dans la manière dont cela est traité. Je donne un exemple d'un fait historique qui, à mon avis, continue à alimenter une certaine vision et perception de l'Afrique. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'invasion marocaine de 1595 à la bataille de Tondibi par Mansour al-Zahabi, qui, obnubilé par les récits sur l'or africain, est venu dire à la fin du XVIe siècle qu'il est venu pour islamiser Tombouctou, alors qu'il y avait des médrassas, des écoles. Donc, cette perception de l'Afrique comme étant une terre de l'irréligion, en tout cas, l'Africain comme étant la personne à islamiser, comme il était considéré comme la personne à civiliser, dans la théorie de la tabula rasa occidentale, s'est perpétué. Et ça s'est répercuté dans la mémoire, ce qui nous amène à une époque pas très loin, dans cette même manière qu'il fallait aller islamiser l'Afrique, lui apporter la civilisation islamique, etc., au point de qui est resté après 14 ans à Marrakech pour enseigner, etc. Il y a une perception que l'Afrique et les musulmans africains font plutôt partie d'une forme de périphérie. Je donne l'exemple, c'est comme si l'histoire, en fait, s'est répétée avec la destruction des mausolées de Tombouctou, le patrimoine de Tombouctou, sous couvert d'une forme d'islamisation. Donc, cette forme de condescendance
au sein de la Oumma, qu'on considère, où on considère les musulmans africains comme étant ceux de la périphérie, se répercute dans la vision et dans la relation intersubjective entre Noirs africains et le monde arabe. On le voit beaucoup, une forme de déchirure culturelle que nos concitoyens continentaux, je les appelle nos concitoyens continentaux du Maghreb, qui vivent cette déchirure culturelle d'être de l'Afrique en même temps, mais d'être en même temps dans des identités pas qui s'entrechoquent, mais en tout cas qui s'opposent de temps à autre, qui sont ambivalentes. Autant le Maroc, à un moment, c'était une manière de se tourner vers la Méditerranée, autant après, c'est revendiquer les racines africaines. Pour la Tunisie, c'est Carthage, pour les autres pays, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'altérité est très, très importante au sein de l'ensemble musulman. C'est vrai qu'on a l'habitude de le traiter entre l'islam et les autres aires culturelles ou civilisationnelles, mais je crois que cette question a été beaucoup escamotée et pas du tout traitée au sein de l'ensemble musulman, où aujourd'hui, le monde arabe qui vit une crise assez dure sur le plan de la montée de l'extrémisme, etc., n'arrive pas à véritablement aborder cette histoire-là avec beaucoup de sérénité. Je ne parle pas de l'esclavage, etc. En même temps, et c'est ça qui est le plus intéressant, on trouve cette querelle au sein des élites africaines elles-mêmes, où ceux qui sont issus de l'école arabe et musulmane considèrent les autres élites comme les élites europhones ou occidentales comme étant des aliénés, alors que ces élites même arabophones sont dans une forme de domination incorporée, tellement incorporée qu'elle n'est pas ressentie vis-à-vis du monde arabe, dont elle sacralise la langue, la culture, et même adopte certaines idéologies comme le salafisme, qui, comme vous le savez, est la négation de la part de la culture dans le phénomène religieux. Donc je crois que cette tension très souvent traitée entre le monde musulman et l'Occident existe bel et bien au sein de l'ensemble musulman, mais n'est pas du tout traitée. Et on risque d'aller de plus en plus, quand j'observe les différentes théories qui émergent ça et là, aussi bien dans le monde arabe avec l'arabisme, mais aussi dans le monde africain, d'arriver vers un choc des nationalismes qui, à mon avis, n'aidera pas à opérer cette rupture conceptuelle-là, à aller dans une anthropologie du dialogue pour faire dialoguer les cultures et les civilisations, revisiter un passé commun, douloureux et moins douloureux, pour véritablement assumer cette histoire-là, pour que le patrimoine, tel qu'on le voit aujourd'hui, puisse être un outil de promotion de la paix. Et je termine sur une dernière phrase sur cette question du patrimoine. Aujourd'hui, il a fallu cette destruction des mausolées de Tombouctou, il a fallu la destruction de ces manuscrits que l'histoire de Tombouctou commence à être revisitée et on commence à se dire, tiens, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose dans cette culture-là qui aujourd'hui pourrait des bribes d'identité sauvée ou des bribes d'éléments culturels qui pourraient répondre à des questions contemporaines telles que la radicalité, la question de la violence. Et véritablement, je crois que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir qui s'impose pour parler comme Senghor, le monde musulman aurait à apprendre de l'Afrique, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'il y a une considération que c'est le cœur du monde musulman et que je crois que de l'autre côté aussi, les Africains musulmans pourraient, au lieu d'importer des modèles qui ont produit de la crise dans le monde arabe, proposer des alternatives inspirées de leur histoire, inspirées de leur histoire qui fait partie de l'histoire de l'islam en même temps, pour véritablement arriver à ce dialogue-là et à ce rendez-vous du donner et du recevoir où l'Afrique pourrait apporter une contribution non négligeable dans ce que nous sommes en train de faire, dans la quête de la paix et de la stabilité, mais aussi du dialogue des cultures et des civilisations. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Bakary Sambé. Merci vraiment pour cette très belle ouverture de notre atelier. Moi, je retiens 3 idées essentielles, me semble-t-il, de cette intervention passionnante. C'est le peu de place laissée au monde africain dans le monde de l'islam. C'est-à-dire, et cette obnubilation du débat ou de la confrontation avec l'Occident et l'oubli des altérités internes des diverses composantes, avec même cette idée de la stigmatisation d'une partie des composants du monde musulman par d'autres. 2, cette idée aussi de la bataille au sein même des élites africaines entre authenticité et Occident d'une certaine manière.
et aussi ce paradigme que vous mettez dans notre débat, qui va au-delà du monde musulman, qui est cette dualité du donner et du recevoir. Comment arriver à la réinstaurer au sein même du monde musulman, mais aussi probablement avec les autres composantes de l'humanité. Merci infiniment, vraiment, parce que lorsqu'on observe même le langage qui est utilisé dans les sociétés arabes, parfois de manière inconsciente, parfois sur le reste de l'Afrique, il y a d'évidence un certain nombre de vieilles idées et perceptions qui réémergent dans le discours d'aujourd'hui. Merci infiniment. On va passer et vraiment j'ai plaisir à donner la parole au père Vincent Ferroldi, qui est prêtre catholique, qui connaît bien le Maroc, qui a écrit un ouvrage au moins avec notre ami Jama Abaïda, et qui est responsable du service national pour les relations avec les musulmans. C'est une sorte disons d'outil de la Conférence des évêques de France pour travailler avec les musulmans et cheminer avec eux. Je lui donne la parole. Un grand merci et bonjour à toutes et à tous. Et heureux de participer à ce webinaire passionnant depuis hier matin. Et comme vous veniez de l'évoquer, cher Driss, il y a 20 ans, quand avec Jama Abaïda, nous étions amenés à vouloir travailler sur la présence chrétienne et en particulier sur Toumlilin, je dirais que c'était finalement un événement passé complètement à l'oubli. Si on regardait aussi bien au fichier de la Bibliothèque nationale du Maroc ou de la Bibliothèque nationale de France, on ne trouvait quasi aucun ouvrage en dehors de celui du livre d'Elisabeth Desalus et de quelques articles très spécialisés. Donc effectivement, Toumlilin, un fait historique oublié, et heureusement, depuis 5 ans, depuis donc 2015, les travaux conjoints de la Fondation Mémoire pour l'avenir, des archives du Maroc, de quelques historiens, permettent au grand public soit de reconnaître l'aventure de Toumlilin s'ils l'ont vécue, soit de la connaître. Mais il faut reconnaître que peu de personnes, même aujourd'hui, si on leur parle de Toumlilin, pourront savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce lieu. Et souvent, je vois dans l'espace français ou francophone, quand je dis Toumlilin, on me répond Tibérine, c'est-à-dire un autre monastère en Algérie qui malheureusement fut le drame d'assassinat en 1996. Donc, c'est toujours un fait oublié et je m'interrogeais à l'approche de ce webinaire, mais pourquoi? Alors, il est vrai que si je prends un autre événement, 2 événements interreligieux aujourd'hui, si on en parle et qui sont passés au Maroc, beaucoup de gens diront oui. Le premier, c'est la visite du pape Jean-Paul II au Maroc, 19 août 1985, et si beaucoup de personnes ne se souviendront pas nécessairement de l'important discours du pape, ils se souviennent que ce fut dans le stade de football de Casablanca et qu'il y avait 70 ou 80 000 jeunes et que ce fut finalement la première visite d'un pape de l'Église catholique dans un pays musulman. Et cet événement fait vraiment référence non seulement dans l'histoire du dialogue interreligieux, mais aussi dans l'histoire entre, on l'évoquait ce matin, entre l'Europe et l'autre rive de la Méditerranée, de cette rencontre entre les cultures. Autre événement plus récent, mais qui là aussi a marqué les esprits, c'est le 30 mars 2019, la visite à Rabat du pape François. Mais finalement, l'événement qui a plus marqué les mémoires, c'est le temps musical qui a eu lieu à l'Institut Mohamed VI de la formation des imams et où Sa Majesté Mohamed VI, le pape François et tous les invités ont pu entendre un morceau, un temps musical. Et pourquoi il a marqué les personnes? C'est qu'en fait, c'était 3 chanteurs de 3 confessions religieuses différentes, chrétiennes, israélites et musulmanes, et qui ont interprété un air très très beau de l'Ave Maria de Katchi. Et donc, ces 2 événements marquent les esprits, beaucoup de gens les connaissent,
mais pourtant, Toumlilin, voilà, n'est toujours pas présent dans la mémoire collective. Alors, ça m'amène à quelques éléments de réflexion. Le premier a été évoqué abondamment depuis hier, et en particulier dès le début par Madame Lamia Radi, quand elle a parlé que finalement, Toumlilin, c'est une tragédie politique qui débouche sur son enfouissement. Comment se fait-il que dans ces années 50, des hommes, des femmes, non seulement vivant au Maroc, mais venant de l'étranger, vivent une fraternité extraordinaire, et puis ensuite, cela passe à l'oubli. Et elle a parlé d'une fracture du vivre ensemble. Alors, il y a donc un élément, c'est finalement, on ne veut plus en parler parce qu'après, il y a une série d'événements politiques en particulier qui font qu'on ne veut pas parler de cette page qui ne correspond plus à l'immédiateté vécue dans les décennies suivantes. Et ça m'amène donc à une première remarque qui est de l'importance de la contextualisation des événements et qu'il est toujours essentiel de replacer, j'évoquais à la limite la rencontre du pape François avec Sa Majesté au Maroc il y a 2 ans, ça s'est passé dans circonstances particulières et on sait qu'il y a eu un autre événement qui fut une déclaration commune sur Al-Quds. Deuxième élément qui me semble très important, c'est, et ça vient d'être dit en particulier ce matin pendant les interventions, je dirais de l'importance des personnes, des relations entre les personnes, et dans la mesure où ces dites personnes qui ont été acteurs vont oser témoigner, et cela dans la durée, de ce qu'elles ont vécu. On a parlé de Massignon, on a parlé de Denis Martin, de Monseigneur Lefebvre, et si je prends les événements cités juste après, on peut parler du témoignage de Mohamed VI et des différents papes. Et c'est cette manière dont les personnes elles-mêmes qui ont été acteurs vont par la suite raviver constamment cette mémoire et prendre les moyens pour que ces événements ne tombent pas dans l'oubli. Et cela m'amène donc, je passe sur des événements d'aujourd'hui, c'est la pandémie. Voici, il y a quelques semaines, j'ai fait un tweet pour parler de ces personnes, acteurs dans le dialogue interreligieux, qui malheureusement ont été emportés par le Covid. Et si je mets le tweet en avant, c'est mon troisième élément de réflexion. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui d'inscrire, si vous voulez, cet acte mémoriel dans la transmission aux nouvelles générations. Ça doit s'inscrire dans la culture contemporaine. Là, je vous montre l'extraordinaire bibliothèque d'Alexandrie, mais j'aurais pu montrer l'extraordinaire bibliothèque du roi Abdulaziz à Casablanca ou la Bibliothèque nationale de Rabat. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture contemporaine, et la nôtre, aujourd'hui, elle est multimédia. Et que moi, je suis historien, je suis un homme avant tout de l'écrit, c'est là où je suis à l'aise, mais je sais que je ne peux plus me contenter pour que cette transmission du patrimoine, des livres et des articles. Il faut aujourd'hui passer par d'autres médias. Les réseaux sociaux tiennent une place de plus en plus grande. C'est le son, c'est l'image, c'est le film, c'est l'exposition, et cela me semble très, très important. Maintenant, il est évident que cette transmission nouvelle génération doit toujours, et hier, André Azoulay l'évoquait, je dirais dans la prise en compte du temps long. Notre culture contemporaine, elle est celle de l'immédiateté, elle est celle, j'allais dire, de l'émotion, de l'affect, et cela tient place, je pense, une place importante si on veut que les gens prennent le temps de se souvenir, mais il faut vraiment inscrire cela dans le temps long, et comme l'évoquait tout à l'heure Driss, je dirais de l'importance des travaux académiques, l'importance que les historiens débattent, apportent leur rapport, et que surtout on ne restreint pas la recherche. Il faut aussi ouvrir des nouveaux champs historiques, et on pourrait, je dirais, dans un autre contexte, évoquer ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Maghreb, où, puisqu'on en fait mémoire ces temps-ci, les 10 ans des printemps arabes
on se rend bien compte que les historiens ont un rôle important dans ce qui est de l'analyse. Et cela, et ça sera ma longue conclusion que je voudrais développer, qui est finalement ce travail de mémoire doit se faire dans une reconnaissance, d'une part, de l'altérité, mais surtout dans un travail pluridisciplinaire. Et qu'aujourd'hui, c'est dans la mesure où les acteurs, où les témoins, où les hommes et femmes de médias, où les historiens, où les artistes, où les spirituels travailleront ensemble, donc dans une approche pluridisciplinaire et dans la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est et non pas dans ce qu'il voudrait que l'on soit, que l'on pourra, je pense, avancer dans ce travail de mémoire. Et si je reviens à Tumlilin, on pourrait dire c'est passé dans l'oubli. Or, je peux témoigner aussi bien comme acteur que comme historien ou comme observateur que, je vais dire, il y a 4 événements qui sont passés ces dernières années et qui me semblent finalement ne pouvoir s'expliquer que si on se souvient aussi de Tumlilin. Le premier événement, ce fut la conférence internationale de Marrakech, fin janvier 2016, qui touchait à la question des minorités religieuses et où des hommes et des femmes du monde entier sont venus pour travailler, réfléchir, faire preuve, j'allais dire, d'empathie, pour reprendre un mot utilisé tout à l'heure, mais aussi pour essayer de voir, d'une part, ce que pouvait nous dire l'histoire, et je pense en particulier à la charte de Médine, mais ce que peut nous dire aussi l'aujourd'hui. L'année suivante, ce fut la conférence internationale du Caire à El-Azhar, et où le pape François fut invité, et qui reprit la question, d'une part des minorités, mais d'autre part la question de la citoyenneté. Et puis, 2 ans après, c'est la conférence internationale d'Abu Dhabi, et où là, le pape François, le grand imam d'El-Azhar, et aussi les princes d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis plutôt, qui les accueillaient, et ont évoqué avant tout la fraternité humaine. Et puis, dernier événement qui là aussi a entremêlé et les religions et les responsables de la société civile, c'est la conférence internationale de Paris, donc de septembre 2019, qui s'est terminée par un mémorandum sur la paix et la solidarité. Et qu'est-ce que nous disent, j'allais dire, ces conférences, mais j'ai envie de dire aussi les universités de Tumlilin et que d'autres rencontres internationales, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel de se retrouver ensemble pour non seulement débattre, non seulement confronter nos idées, mais aussi rechercher ce qui nous semble les meilleurs moyens pour une transmission, non seulement déjà de ce qui a pu se vivre en termes de vivre ensemble, d'altérité, mais aussi de ce que l'on pourrait vivre dans les décennies à venir, surtout à une époque où on mesure bien qu'un nouveau monde est en train de naître, de nouveaux paradigmes se mettent en place et qu'ils doivent s'inscrire finalement dans une continuité. Alors je voudrais, juste pour terminer, reprendre ce qu'évoquait un théologien maronite libanais, Fadi Daou, évoquant que dans l'Église catholique, jusqu'à maintenant, on parlait en termes de dialogue, qu'il y avait le dialogue de vie, le dialogue des œuvres, le dialogue théologique et le dialogue spirituel. Mais il disait aujourd'hui, là, en 21e siècle, en 2021, il semble qu'il faille inscrire d'autres dialogues et qui me semble aller tout à fait dans la suite des propos tenus depuis hier matin. C'est d'une part le dialogue interculturel. Il faut prendre compte de la diversité de nos cultures et je vois à travers l'intervention où on évoquait finalement le monde arabo-musulman et le monde, je dirais, africain, où se vit aussi d'une autre manière l'islam, le dialogue interculturel, on mesure l'importance d'un autre dialogue qui serait le dialogue des civilisations, civilisationnelles, car nous sommes à une époque où des différentes civilisations, j'allais dire, sont ébranlées. On voit qu'il y a la civilisation, à la limite peut-être du numérique, et
Je terminerai par cela et pour répondre à un des propos qu'on a entendus à l'instant, je dirais un dialogue qui s'inscrit dans la citoyenneté. Il me semble que les hommes et femmes de religion ou qui sont portés avant tout par leurs convictions religieuses se doivent impérativement aujourd'hui être dans un dialogue, dans une rencontre avec l'ensemble des hommes et femmes de notre temps et que chacun a une pierre à apporter et nous ne pouvons pas ignorer l'autre et il ne s'agit donc pas d'avoir uniquement des rencontres entre les religions, mais entre les religions et l'ensemble des hommes et des femmes de toute conviction parce que c'est ensemble qu'on peut, je crois, relever ce défi de l'altérité. Je vous remercie. Merci infiniment, Père Feroldi. Merci vraiment pour cette intervention. Vous avez rappelé, en analysant disons, l'histoire oubliée de Toumilin, l'importance de la contextualisation, l'importance des personnes, l'importance de la transmission aux jeunes en prenant les outils des jeunes, et aussi cette importance du temps long, de la durée, de la longue durée. Et votre conclusion a été très, très riche, notamment par l'insistance sur l'inscription de ce dialogue dans les questions de la citoyenneté, dans la question sociale. Puisque vous avez rendu hommage à quelques personnes, vous avez mis en exergue le rôle essentiel des personnes, j'aimerais ici évoquer la mémoire de deux prêtres que j'ai connus personnellement, qui ont joué, qui ne sont pas très, très connus, mais qui ont joué un rôle essentiel. La mémoire du père Étienne Guinan, un Casablancais, qui était aumônier de l'Action catholique ouvrière, qui m'a permis de découvrir la classe ouvrière marocaine dans les années 70. Et puis la mémoire du père Gis, qui était père blanc et qui a été le fondateur de la première revue académique sur la question migratoire en France, qui existe encore aujourd'hui, Amana, et qui est aujourd'hui Homme Immigration, qui est une des revues de référence internationale. Donc les individus peuvent marquer même sur la durée. Merci infiniment. J'ai le plaisir aussi à donner la parole tout de suite à son Excellence Philippe Savadogo, ancien ambassadeur, ancien ministre, ancien représentant de la francophonie auprès des Nations Unies. Il a été, une carrière très très riche à l'UNESCO aussi, et il a aussi joué un rôle essentiel en dirigeant le FESPACO. Je crois que dimanche dernier, il y avait la journée des cultures africaines et afrodescendantes. Et j'ai participé à un débat ici avec le réseau des communes africaines qui a son siège à Rabat, et on a évoqué l'importance du FESPACO, qui est devenu un des festivals de référence du cinéma africain. Excellence à vous, la parole. Mais je voudrais surtout vous saluer et dire que ce matin, en écoutant les premières informations de la maison de verre du monde nous venant des Nations Unies, il était justement question de ce dont nous parlons aujourd'hui, la préservation de nos héritages, j'allais dire issus, comme on dit, de l'humanité, de l'homme, et de l'homme à la croisée, j'allais dire des religions, mais de l'homme également à la croisée des temps modernes. Et vous disiez justement, le dernier orateur, que nous devons intégrer dans la dynamique aujourd'hui de la recherche, de la transmission, de l'adaptation à nos époques modernes, les moyens de communication de masse, comme on le disait il y a 50 ans, et aujourd'hui les technologies de l'information. C'est donc dire que nous ne devons ménager aucun effort
pour utiliser les paradigmes qui nous assaillent, les nouveaux médias et qui sont nos quotidiens. On ne va pas revenir sur les réseaux sociaux et les fake news qui ont été érigés en vérité vraie. Mais il se trouve que nous devons vivre avec notre temps, utiliser toutes ces questions-là pour faire des maillages. Moi qui suis à l'extrême centre du Sahel et à l'extrême centre de tout ce bassin qui va, n'est-ce pas, depuis le golfe de Guinée en remontant par le Sahara, et où il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses écrites entre nous. Quelquefois, lorsqu'on n'y jette pas un coup d'œil, lorsqu'on n'a pas un regard, tout s'enfuit dans le sable. Je pense d'ailleurs à cet Africain qui disait que l'amitié est comme une trace sur le sable. Si on ne la refait pas, elle s'efface. Et je crois que tout ce que vous avez rappelé aujourd'hui tendait à dire que nous devons nous parler. D'abord, les religions doivent se parler au regard de la diversité, mais également les hommes qui ont la capacité de renforcer ce type de questions. En abordant donc ce sujet, je voulais vous dire qu'effectivement, l'Alliance des civilisations qui a abordé depuis les événements du 11 septembre 2001 toutes les questions qui peuvent être liées au dialogue des cultures, mais aussi la culture du dialogue. Et le 11 septembre, qui nous a fait penser à une guerre de civilisation, et alors que c'était peut-être d'autres raisons, d'autres clés, nous amène à dire que la rencontre de ce jour devrait renforcer un certain nombre de maillages de la connaissance, un certain nombre de meilleures découvertes des uns et des autres, et que nous puissions, et comme nous l'avons fait à Fès il y a quelque temps, comme nous l'avons fait effectivement à Marrakech et Casa, nous rendre compte que nous qui sommes très loin peut-être du Maroc et qui étions jeunes depuis cette période du roi, et quand on dit que le roi du Maroc est le commandeur des croyants, pour beaucoup d'entre nous au sud du Sahara, nous pensions que c'était uniquement les musulmans. Mais lorsqu'on a un peu plus d'éclairage, on se rend compte que c'est les croyants et que l'on regarde au-delà du monde musulman, on regarde aussi, quand on fouille l'histoire, les premiers habitants du royaume, mais aussi des habitants qui ont laissé des traces indélébiles pour des raisons ou pour une autre. On a parlé des mosquées, mais on peut parler aussi des sépultures, on peut parler aussi des faits marquants, mais on peut tout simplement aussi parler des musiques saintes, mais de la musique tout court, qui a toujours été, depuis la nuit des temps, et ce qu'on appelle l'objet transitionnel entre les hommes. Lorsqu'ils traversent le désert, et que depuis le Maroc, on dit pour traverser le désert et venir à Ouagadougou, on mettait 3 mois et en chameau, à dos de chameau. Aujourd'hui, c'est peut-être 3 heures sur la Royal Air Maroc, mais ça montre que le temps est toujours avec nous et que nous devons tout construire
en utilisant et en gagnant du temps, mais surtout mieux se connaître. Donc, je voudrais encore me réjouir de l'invitation qui a été faite à notre association qui s'appelle Dialogue sans frontières parce que nous y expérimentons ce qu'on appelle le dialogue des cultures et des religions, mais tout de suite en y mettant une dimension pour une éducation à la paix, pour une éducation au développement. Car nous n'oublions pas ce que le pape Paul VI disait déjà, que la paix, c'est l'autre nom du développement. Donc, autant de questions qui peuvent nous réunir, qui peuvent nous diviser peut-être, mais si nous apprenons à regarder ensemble dans la même direction, nous y trouvons l'amour. Encore une fois, merci et je me réjouis franchement d'écouter toutes ces grandes réflexions et aussi autour d'une table, comme on dit, imaginaire, mais en ayant rendu visite plusieurs fois à Rabat, à l'Institut, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que nous continuerons à faire avec ce qu'on a appelé la COVID-19 qui nous a effectivement cloués peut-être loin, mais qui, sans que nous ne soyons en présentiel, communiquons admirablement. Quant aux autres, on a parlé du FESPACO tout à l'heure, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui devait avoir lieu dans 1 mois, mais pour les raisons que vous savez, va être certainement décalé comme beaucoup d'autres activités, mais nous devons rester debout. Nous devons continuer de nous parler, nous devons user et abuser des moyens de communication comme ce que vous avez pu admirablement mis en route pour que nous puissions laisser quelque chose à la postérité dans une dimension de transmission où nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement en Afrique. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais en temps de Covid, le temps presse. Nous devons mettre l'accent sur la transmission. Nous devons mettre l'accent sur le vivre ensemble. Nous devons mettre l'accent sur le dialogue des cultures et des religions en regardant toujours vers le sud, c'est-à-dire vers l'endogénéité, vers les faire savoir et les savoir-faire de nos grands-mères qui ont pu, grâce à tout cela, nous transmettre des richesses culturelles et cultuelles qui, jusqu'aujourd'hui, nous aident à aller au-delà de l'horizon. Merci encore pour votre disponibilité. Merci, Monsieur le ministre, merci, Excellence, de votre contribution à cette discussion et à cet échange. Il y a un mot aussi, un concept qui a été aussi d'une autre manière évoqué ce matin et que je retiens parmi les idées de votre intervention, qui est celle de maillage, de la nécessité de multiplier les réseaux et les rencontres et les opportunités de regarder dans la même direction que vous avez dit. Merci aussi d'avoir rappelé ce lien fondamental entre paix et développement. Sur notre continent comme sur toute la planète, on a besoin de paix effectivement pour créer, pour aimer, pour discuter. Merci de l'avoir rappelé. J'ai plaisir là à donner la parole pour les 10 minutes qui suivent à notre ami Driss Mraoui, qui est universitaire à l'université Al-Akhawayn à Ifrane. Certains d'entre vous connaissent cette université qui renouvelle en partie les modes d'enseignement au Maroc. Et donc, c'est une des premières universités aussi issue d'une collaboration entre plusieurs pays. Monsieur Mraoui, à vous. Merci, Monsieur Yazami. C'est un grand plaisir d'être avec vous.
Je tiens à remercier les personnes et les institutions qui ont organisé ce débat qui me paraît très important. Alors, je commencerai par vous faire part du titre de mon intervention, Histoire, mémoire et altérité, la place de la politique. Je voudrais commencer par évoquer la parole de Hannah Arendt qui souligne que la politique doit être conçue comme un espace contradictoire de relations et de distance. Ainsi, la politique est un rapport entre des individus instaurés par la loi. Mais la politique, chez Arendt, est aussi une distance pour la création d'un monde commun qui se conjugue au pluriel, où des individus de cultures différentes, de positions politiques différentes, viennent enrichir la vie et la connaissance commune. Pour Arendt, et je reprends la parole exactement de Arendt, la politique est ce qui rassemble et maintient à distance en même temps, car ce n'est qu'en cessant de chercher partout l'identique et le même que l'on peut accéder à la politique et au monde qu'elle autorise. Sans oublier que seule la création d'un monde commun permet l'expression véritable de la pluralité qui est la caractéristique de l'être humain. Fin de citation. Je pense que la création de ce monde commun ne peut être gérée et négociée qu'à travers la politique dans un contexte démocratique. À travers une perspective souvent pluridisciplinaire, les chercheurs qui ont travaillé sur la question de l'altérité durant les 50 dernières années ont insisté sur une problématique socioculturelle et historique d'une part, et d'une autre part, ils évoquent le caractère juridico-politique qui joue un rôle déterminant pour la création des conditions institutionnelles de ce qu'on est habitué à appeler aujourd'hui le vivre ensemble. Malgré la divergence de perspectives, les chercheurs et la société civile ensemble essaient en réalité de faire dialoguer deux approches complémentaires, mais en relation intrinsèque avec la démocratie et un meilleur fonctionnement des démocraties. Ceci se passe dans un espace public, délibératif en rapport avec l'existence d'une liberté d'expression et d'une presse d'opinion qui popularise les débats dans le sens de Habermas. Et d'ailleurs, je dois dire que, et je suis peut-être moi-même inclus là-dessus, que parfois notre discours élitiste, quel est le décalage qui existe entre notre discours élitiste et ceux des classes populaires et des gens de partout. Et c'est dans le contexte de cet espace public où nous assistons à l'émergence d'acteurs sociaux et de mouvements qui soulèvent des questions sur l'histoire, la mémoire, les silences et le récit sélectif qui se manifestent dans l'histoire officielle, la construction de nouveaux lieux de mémoire et aussi le rapport à l'autre et les mots d'intégration ou d'exclusion qui lui sont associés. La mémoire a, selon Paul Ricoeur, une ambition véritative et une prétention qui est celle d'être fidèle au passé, au point où, et je cite, la mémoire vivante des survivants affronte le regard distancié et critique de l'historien, pour ne pas dire de celui du juge. Le devoir de mémoire se formule comme une volonté qui adopte la forme de l'impératif, celui de laisser se dire les représentants de l'inconscient et aussi, autant qu'il est possible, de tout dire. Fin de citation. En se basant sur Aristote, qui parlait de devoir de la mémoire comme devoir de rendre justice, Ricoeur ajoute que c'est la justice qui, extrayant des souvenirs traumatisants, leurs valeurs exemplaires, retourne la mémoire en projet.
J'ajouterai que cet espoir pour la justice, pour le respect de l'autre et l'intégration des différences religieuses, culturelles ou politiques dans un projet de société ne peut s'inscrire que dans un contexte démocratique qui donne au devoir de mémoire la forme du futur. La mémoire est par définition une vision qui relie le passé au présent. Et c'est justement parce que le passé est lié à l'expérience des individus au présent qu'il a un poids politique. En même temps, la force du politique devient plus imposante quand elle repose sur le passé. La relation inhérente entre l'histoire, la mémoire et la politique nous incite donc à penser simultanément à l'idéologie politique de l'histoire et à la dimension historique du politique. Il faut en revanche rappeler que l'injonction à la mémoire et au souvenir ne doit pas être interprétée comme une invitation à court-circuiter le travail de l'historien. Ricoeur le confirme d'une manière assez directe quand il écrit « Je suis pour ma part d'autant plus attentif à ce péril que mon livre est un plaidoyer pour la mémoire comme matrice d'histoire, dans la mesure où elle reste la gardienne de la problématique du rapport représentatif du présent au passé. » Fin de citation. Tout projet démocratique à part entière constitue une affirmation selon laquelle il n'exclut personne. Tout groupement social ou politique, tous les groupes religieux et toutes les différences idéologiques ou positionnements politiques acceptés universellement peuvent émerger au fil du temps et ne devraient pas être exclus dans le contexte d'un État démocratique. Cette ligne de pensée est effectivement une position non seulement morale et éthique, mais aussi politique, qui implique une ouverture au changement et une réceptivité à l'autre. Le philosophe français Alain Badiou, justement, proposait un engagement absolu et inconditionnel envers l'autre. Badiou note que l'expérience de l'altérité de l'autre doit être garantie ontologiquement. Il élabore ce thème comme suit, et je cite, « Nos soupçons sont d'abord éveillés lorsque nous voyons que les apôtres autoproclamés de l'éthique et du droit à la différence sont clairement horrifiés par toute différence vigoureusement soutenue. En fait, cet autre célèbre n'est acceptable que s'il est un bon autre. » Badiou poursuit cette réflexion jusqu'à la conclusion suivante. Le problème est que le respect des différences et l'éthique des droits de l'homme semblent bien définir une identité et qu'en conséquence, le respect des différences ne s'applique qu'aux différences qui sont raisonnablement cohérentes avec cette identité. En d'autres termes, Badiou voit que les défenseurs de l'éthique de l'altérité sont parfois piégés dans une autocontradiction. Qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'ils font une assurance générale de respect de la différence, ils se retirent ensuite de cette assurance face aux différences qu'ils n'aiment pas. Ils se retrouvent dans le piège essentialiste car ils cherchent à légitimer uniquement ce qu'ils trouvent acceptables, tout en excluant ceux qui sont inacceptables. Fin de citation. L'histoire, la mémoire et la culture du judaïsme est une partie intégrante et essentielle pour l'identité nationale au Maroc. L'ouverture vers l'histoire du christianisme est nécessaire. Mais aussi, quelle est la place de l'histoire du chiisme au Maroc et des musulmans chiites aujourd'hui? Comment reconnaître les athées comme représentant une autre forme d'altérité? Et comment résoudre l'équation de la liberté de culte, mais aussi des différences basées sur le genre? Je voudrais terminer par une phrase d'Alain Badiou. Pour défendre une identité, il faut avoir une raison non identitaire de le faire. Face aux revendications identitaires,
et pour donner place à l'altérité pour se manifester, les États au Moyen-Orient sont appelés à se fixer un certain nombre de principes et de règles démocratiques. Ça serait une erreur d'exprimer en termes identitaires pour militer pour le respect de l'altérité. Cela peut virer vers un processus d'assignation et d'essentialisation des individus, de telle manière à contredire le projet d'émancipation que n'importe quel projet démocratique porte en lui-même. La demande du respect de la différence, de la place de l'altérité dans nos sociétés devrait être motivée par une raison non identitaire, mais universelle, se basant sur le droit, sur la notion de citoyenneté et de l'égalité dans le contexte d'un État démocratique. Au XXIe siècle, les politologues de tous bords parlent toujours de ce qu'ils appellent le déficit démocratique, l'endurance de l'autoritarisme, de despotisme ou des autocraties libérales dans notre contexte. Ainsi, la problématique de l'altérité ne doit pas conduire à affaiblir et à dépolitiser la question de l'égalité et de la légalité. En même temps, elle doit prendre en considération l'idéal toujours inachevé de la construction d'un projet démocratique pour nos sociétés. Dans ce cadre, ce ne sont pas seulement les termes d'histoire, de mémoire et d'altérité qui devraient être avancés, mais aussi de la démocratie. Il ne s'agit évidemment nullement de minimiser le rôle de l'histoire et de la mémoire pour assurer la place essentielle de l'altérité, mais d'invoquer la démocratie comme système politique et une forme de société composée d'individus égaux, de mémoires différentes, de cultures différentes et de positions politiques différentes, de façon à concevoir le monde et le rapport aux autres avec respect. Le rapport entre histoire, mémoire et politique, et je termine là, s'est formulé à travers le besoin de construire des identités nationales, et ce même rapport pourrait, avec plus de démocratisation, contribuer à pousser plus loin la recherche historique, la mémoire et l'importance de l'altérité. Le passé et l'importance primordiale du respect de la différence vont se modifier au fur et à mesure que le présent se modifie. Si la question politique de la transition démocratique est ambiguë, notre rapport avec le passé, la mémoire, l'histoire et l'altérité restera aussi ambigu. Et merci. Merci, M. Mraoui, merci infiniment. Merci d'avoir rappelé l'importance du politique dans le rapport à l'altérité, à l'histoire et à la mémoire. Merci d'avoir rappelé l'importance de ce que c'est une véritable société démocratique qui ne peut être qualifiée comme telle si elle ne prend pas en compte tous les individus d'abord, l'égalité entre individus et leur liberté de s'autodéfinir. Pendant que vous parliez, nous avons eu par message un long message de notre ami Baudouin Dupré, qui est notamment, entre autres, un grand connaisseur de l'histoire et du droit musulman et du droit de manière générale, et qui a été notamment aussi directeur du centre Jacques Berck à Rabat, et qui attirait notre attention sur le risque d'assigner les individus à résidence communautaire d'une certaine manière, en les essentialisant, en les renvoyant chacun d'entre nous à une communauté, à une identité. Et donc, je pense que son message est en ligne et ce serait bien que ça fasse partie de notre discussion. Nous continuons notre débat en donnant la parole à notre amie Samia Hatroubi, qui a déjà travaillé sur l'interreligieux, qui est maintenant doctorante en sociologie de religion à l'université College of Dublin. Samia, à vous.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. À la fois, merci à mes estimés collègues avant qui ont pris la parole pour des discussions, des contributions extrêmement intéressantes. Merci aux organisateurs, notamment personnellement à Madame Aïcha Hadou, que je connais depuis très longtemps. Et merci aussi à tous les participants qui sont ici. On a 58 personnes, donc merci d'être là cet après-midi. Alors, permettez-moi de dédier, alors c'est une chose rare, permettez-moi de dédier ces propos qui suivront à Madame Mahrezi El Abidi, que certains connaissent peut-être, et qui nous a quittés jeudi dernier à Paris. Elle a été une grande figure du dialogue interreligieux en France et aussi une fervente militante de la démocratie en Tunisie, ayant présidé les débats de la première assemblée constituante. Je suis certaine que les échanges que nous avons aujourd'hui, qui ont été ici hier, l'auraient intéressée, elle qui fut une fervente contributrice, actrice du dialogue entre personnes juives et musulmanes en France et en Tunisie. Alors, les éléments que je proposerai aujourd'hui doivent être lus au prisme d'un positionnement triple. Le premier venant rompre avec une prétendue neutralité axiologique de la chercheuse ou du chercheur, qui regarderait son objet d'un regard d'aplomb. Je dis ici que j'entretiens et ai entretenu un rapport quasi intime avec ce triptyque histoire, mémoire, altérité dont nous avons longuement parlé. Étant moi-même héritière d'une histoire française, d'une histoire de l'immigration française, mais aussi d'une histoire maghrébine et musulmane, ayant grandi dans cet entre-deux, qui fut à la fois une chance, mais aussi une douleur lors de périodes de formation identitaire, notamment pendant l'adolescence. Le second point de vue a été nourri à la fois par mes années d'expérience et d'engagement en tant qu'ancienne enseignante dans le 93 en Seine-Saint-Denis en France d'histoire-géographie, mais aussi de mes engagements au sein d'associations telles que Coexister, la Foundation for Ethnic Understanding dans le dialogue judéo-musulman. Et enfin, je consacre aujourd'hui ma recherche doctorale à l'étude des rapports entre, alors peu importe les terminologies qu'on prendra, on pourra discuter du caractère essentialisant d'une catégorie, mais en tout cas entre ce que j'appelle moi les musulmans, les juifs, les arabes, à la fois en France, donc sur un terrain français, et en Allemagne. Et en effet, je ne peux faire l'impasse hein, de la question de la mobilisation d'événements à la fois historiques ou mémoriels, hein, ce sont deux éléments importants que je distinguerai lors de mon propos, par les entrepreneurs de la cause, pour reprendre un terme très sociologique. Alors, ces trois points de vue m'ont amené à distinguer trois types de mobilisation que je développerai dans cette contribution. Alors, tout exercice, gardons en mémoire que tout exercice de typologisation est une forme de généralisation qui ne recouvre pas forcément toutes les aspérités des expériences humaines. Vous m'excuserez pour cette généralisation. Mais en tout cas, je distinguerai trois champs, pour reprendre le concept du sociologue Bourdieu. Le premier champ, c'est le champ interreligieux. Le second champ est le champ artistique, dont nous avons pu parler. Et enfin, le champ scientifique qui a été évoqué, et notamment académique. Alors l'histoire, la mémoire ou le patrimoine religieux font partie des objets quasi privilégiés des acteurs interreligieux et des associations religieuses. Nombre de conférences, d'expositions, mais aussi de voyages ont pour objet la mémoire qui reste au cœur d'une démarche des acteurs interreligieux. La mobilisation d'événements historiques, de lieux patrimoniaux, sont interprétés comme autant de manières de rapprochement. Je vais vous donner quelques exemples dont vous êtes, je pense, tout à fait familiers. Alors lors d'une recherche doctorale sur le parcours des musulmans dans les associations interreligieuses, je me suis rendu compte, j'ai noté la récurrence ou la prévalence du thème de l'Andalousie, à la fois comme lieu et période historique, un peu utilisé comme un exemple par excellence de l'entente entre les religions abrahamiques. Bien sûr, c'est un terme aussi tout à fait généralisant. Et donc, on voyait ce ressort du thème de la convivencia. Je parle même de mythe, non pas que l'Andalousie n'ait pas existé, mais la façon dont avait été utilisée l'Andalousie met en exergue un sentiment de nostalgie. En fait, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que quand on mobilise la mémoire ou l'histoire, on dit aussi quelque chose de notre présent
Et là, quand on parle de l'Andalousie, cette récurrence signifie aussi qu'en creux, on se désole d'un présent violent, dangereux, ou qui nous apparaît en tous les cas comme décevant. D'autres exemples peuvent être cités. Il a été question de Louis Massignon, qui portait notamment un regard d'estime et de connaissance de l'islam. Et en 1954, Louis Massignon découvre le pèlerinage local en Bretagne des 7 dormants d'Éphèse, donc 7 jeunes gens qui, durant le 1er siècle de l'ère chrétienne, sont emmurés dans une caverne pour avoir refusé de renier leur foi et sont retrouvés 300 ans plus tard vivants. Louis Massignon va lire la sourate de la caverne, notamment dans le Coran, et de cette analogie naquit un haut lieu du dialogue islamo-chrétien et un haut lieu, un temps fort de ce champ interreligieux. On repère à travers ces 2 exemples que je viens de citer, mais il y en a tant d'autres. On pourrait aussi notamment parler des lieux saints partagés de cette exposition dont il a été question ici, que la mobilisation alors, du patrimoine, de l'histoire et de la mémoire servent comme autant de vecteurs de rapprochement, de similarité, de convergence pour inclure l'autre, en tout cas reconnaître sa vérité, on voit bien la question de la reconnaissance, à des degrés plus ou moins importants, à des degrés plus ou moins intenses, bien sûr. L'autre champ où l'on voit apparaître la mobilisation de l'histoire et de la mémoire permet de lever le voile sur des pans méconnus, oubliés de l'histoire, qui put ou qui a été commune. Et là, je vais parler du champ artistique, qui entre aussi en résonance avec le champ interreligieux, hein, les deux ne sont pas imperméables. Je vais notamment, cela va me donner l'occasion d'évoquer un fait peut-être relativement connu de notre auditoire marocain et au-delà, en mettant en exergue le travail artistique du producteur franco-marocain Kamal Ashkar, avec son documentaire Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah, en 2012, qui a été notamment diffusé à 2M, la chaîne nationale marocaine, et qui a fait l'objet d'un très très bon article scientifique, tout juste paru aux universités de Liverpool en 2019, par Jamal Bahmed, qui s'appelle « On the Use of Affect and Silences in Kamal Ashkar's Movie ». Son parcours biographique et artistique est tout à fait instructif sur la façon dont la mémoire, et notamment la mémoire orale, celle de ses parents et de son grand-père notamment, peut être source créatrice, source de création artistique. C'est donc à travers le récit de son grand-père, mais aussi la découverte de ces maisons abandonnées dans son village berbère de Tinrir, où il passe tous ses étés, à travers cette dualité, cette ambivalence entre cette absence et cette présence de ces juifs, que le producteur va d'abord, par la mémoire, engager un travail d'archives et historiques, pour le coup, afin de mettre en lumière un passé commun entre ces juifs et ces musulmans à Tinrir, et aussi le partage de la berbérité au travers du prisme de la langue berbère qui est omniprésente à la fois chez les juifs qui l'interrogent et les musulmans. Donc ici, on voit bien comment la mémoire puis le travail historique permettent de concourir à une identité partagée, commune, de voir comment nos identités, peut-être que ça peut répondre à Monsieur Baudouin, comment des identités peuvent être hybrides et se nourrir de plusieurs affluents. Et là, ici, on peut lire aussi, on peut voir une tentative de rompre avec un discours essentialiste sur les identités. C'est là aussi une des apories du champ interreligieux qui tend à figer les individus dans des recours d'identification. Et là, on peut y lire une invitation, on peut voir une invitation à ce paradigme, ce changement de paradigme que Stuart Hill, dans les Cultural Studies, nous invite, en parlant davantage de diaspora, avec ce phénomène un peu d'évaporation par rapport au poids que le terme identité recouvre. Et enfin, je terminerai ma communication sur ce dernier champ, au croisement entre le monde associatif et scientifique, et avec l'exemple de la collaboration de la Fondation Aladdin avec des historiens du pourtour méditerranéen,
Et donc, dans cette recherche doctorale où je m'intéresse essentiellement aux juifs et aux musulmans, les chercheurs s'accordent sur un point, sur la question de la mémoire entre les juifs et musulmans. Aujourd'hui, la relation entre ces deux catégories d'individus, en tout cas depuis le XXe et XXIe siècle, a souvent été représentée, décrite, pensée à travers le prisme antagonisme, à travers le prisme du conflit. Donc, il y a vraiment la création, c'est forgé, c'est ce forme de duo antagoniste, a priori antagoniste, notamment dû donc forcément à cette question politique de la question du conflit moyen-oriental, mais aussi de la mémoire postcoloniale. Et aussi, et là je renvoie à deux travaux que je vais vous montrer, deux excellents travaux. Donc Ethan Katz, Juifs et musulmans en France, et Maud Mendel, Muslims and Jews in France, History of a Conflict. Deux Américains se sont intéressés à cette question, parus il y a moins de 5 ans. Et donc, ces deux livres montrent le traitement aussi différencié de la République française face à ces deux groupes, ces deux minorités. Et donc, la Fondation Al-Hadar va faire appel à des historiens pour montrer à la fois les spécificités, les réalités historiques des Juifs et des musulmans, en essayant de sortir d'une vision généralisante, essentialisante des deux groupes, pour complexifier, contextualiser et en quelque sorte se vacciner contre ce discours du eux et du nous. Je vais vous montrer les 3 premiers titres qui ont été faits par la Fondation Al-Hadar, qui sont de très très bons livres. Donc Lucette Valency, Juifs et musulmans en Algérie, Abdelkrim Alleghi, Juifs et musulmans en Tunisie, et enfin, certains le connaissent, je suis sûre, Mohamed Kanbib, Juifs et musulmans au Maroc. L'objectif ici, dans cette mobilisation du champ historique, du champ académique, c'est de sortir, donc, comme je le disais, d'une vision a priori antagonistique, de sortir de ces récits, et aussi d'offrir, et je finirai sur là, ce n'est même pas une blague sur la Covid, mais une forme de vaccin, d'antidote contre des discours essentialisants, généralisants, qui sont souvent la porte à des discours d'extrême et des discours d'extrémistes qui ont tendance à figer les individus dans des identités a priori. Merci. Merci, Madame Samiha Troubi. Merci infiniment d'avoir complexifié le paysage, de l'avoir finement décrit et au-delà justement de ces grandes catégories qui parfois cachent et les subjectivités des individus et les parcours individuels. On revient un peu à cette idée de l'importance des personnes, des démarches individuelles qui peuvent pas transformer totalement l'histoire, mais tout de même amener des empreintes qui rappellent l'humanité des uns et des autres. Nous arrivons à la fin de ce premier tour de discussion et d'intervention qui a été vraiment très, très riche. Il est, disons, presque 16 heures, nous avons encore 1 heure. Je vais d'abord donner, avec votre permission, la parole à notre discutant, Pierre Broder, qui est professeur agrégé et aujourd'hui conseiller spécial à Vienne d'un grand institut que malheureusement je ne connais pas, mais qui va peut-être nous présenter. Monsieur Broder va essayer un peu de réagir aux interventions des uns et des autres. Nous prendrons aussi, vous pouvez intervenir et poser vos questions, donner votre point de vue en écrivant sur la plateforme. Mais la parole maintenant est à Monsieur Broder, qui est au Canada ou à Vienne, là, qui nous parle de Bonjour, assalamu alaikum, hello everybody. Je vous parle de Montréal, donc du Canada. Donc, nous sommes en avant-midi chez nous. Alors, c'est un honneur vraiment pour moi de me joindre à vous électroniquement cet après-midi pour la majorité d'entre vous. D'abord, j'aimerais remercier, comme les ont fait les autres participants, tous les organisatrices et les organisateurs de cet événement vraiment fantastique. Et je m'excuse vraiment de tout mon cœur, je m'excuse d'être arrivé en retard. J'ai dû aller malheureusement à l'hôpital pour y amener ma mère, mais c'est rien de trop grave, je l'espère, mais je le saurai plus tard, mais je crois que ça devrait aller, mais je ne voulais pas prendre de risques. Donc, c'est ce qui explique mon retard ce matin, enfin cet après-midi pour vous, et donc toutes mes excuses de ce côté. Donc, des excuses en particulier au professeur Saadi et M. Sambé et Messina, dont les 3 présentations que je n'ai pas pu entendre. Donc, j'ai débuté
je crois, au début de la présentation du père Feroldi. Alors, donc, mes remarques vont s'en tenir aux 4 dernières présentations. Donc, je vais réagir à chacune d'entre elles et terminer peut-être avec des éléments plus généralisateurs qui, je ne l'espère, recouperont pas ce que les 3 premiers ont déjà dit et qui s'ajouteront, je l'espère, à notre engagement intellectuel sur ces questions qui sont d'une très, très grande importance. D'abord pour le père Feroldi, donc merci. Je crois évidemment le mot principal pour moi qui revient, c'est celui de contextualisation. Quels que soient les événements, qu'ils soient historiques ou contemporains, il faut toujours contextualiser. Et ça demande évidemment une approche qui s'ouvre aux autres, à l'altérité, aux différentes perspectives d'interprétation, soit du passé ou du présent, c'est évident. Mais je crois que ça devient particulièrement important pour combattre, et là je fais un petit saut à l'expression de Samia Hatroubi qui mentionne l'importance d'inoculer contre les discours essentialistes, et donc à ce niveau-là, je crois que c'est important justement dans le dialogue de créer des espaces de rencontre qui vont permettre la découverte du fait qu'on part souvent soi-même avec des informations généralisantes, avec des informations qui sont plus ou moins essentialistes, et c'est le rapport à l'autre, surtout dans la rencontre humaine, plus que je dirais dans la lecture, quoique ça peut varier d'une personne à l'autre, qu'on a besoin de s'ouvrir lentement mais sûrement à cette diversité des perceptions que l'on a du contemporain et du passé. J'aimerais donc en particulier aussi parler de l'importance, lorsqu'on parle de dialogue interreligieux, d'élargir à l'interculturel, intercivilisationnel. Et je viens de publier justement un article sur l'approche que j'ai développée depuis plusieurs années, que j'appelle le dialogue intervisionnel. Donc un dialogue entre les différentes visions du monde. Et pourquoi? Parce que je trouve l'expression vision du monde d'abord une expression qui est complètement inclusive de 100% des êtres humains, puisqu'on a tous et toutes une vision du monde. Elle peut être plus ou moins religieuse ou athée, etc. Mais on a tous une vision du monde. Et donc, quand on parle d'un dialogue intervision du monde, automatiquement, on inclut tout le monde. Tandis que lorsqu'on parle de l'interreligieux, ça n'inclut pas évidemment ceux qui ne se définissent pas à travers une identité religieuse. Même si les participants au dialogue interreligieux veulent souvent s'ouvrir, mais le langage lui-même est des fois un peu difficile à surmonter pour des personnes pour qui l'identité n'inclut pas une dimension religieuse. Donc, dans une approche intervisionnelle, on parle de toutes les dimensions identitaires. Et en plus, ce qui complexifie beaucoup les choses et qui fait un rapport direct avec les références à Hannah Arendt et à toute la présentation du professeur Driss Maghraoui, c'est la question de la politique, que l'identité se construit dans les rapports entre êtres humains, et ces rapports, ces relations humaines, elles sont toujours empreintes de dynamique politique dans le sens de dynamique de pouvoir. Il y a toujours des relations de pouvoir. Donc, à un moment donné, même si on veut penser de façon peut-être objectivante, mais qui tombe aussi dans une forme d'essentialisme, on peut penser à essayer de former des espaces qui soient égalitaires, où tout le monde est traité justement, etc. C'est une vision et c'est un défi d'essayer d'y arriver, mais la réalité est que plus on demande aux gens ce qu'ils en pensent, plus eux-mêmes vont nous faire découvrir nos propres subjectivités, nos propres jugements de valeur qui souvent vont entraîner des dynamiques de pouvoir et des perceptions qui vont rendre le dialogue beaucoup plus difficile. Donc, je crois que cette nécessité de toujours penser la diversité dans les identités, à travers également le prisme des multiples dynamiques de pouvoir, est essentielle à notre travail, à la fois dans nos efforts de lecture du passé, mais également dans nos pratiques contemporaines d'ouvrir de plus en plus d'espaces de dialogue sur toutes les réalités que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains aujourd'hui. J'aimerais donc ensuite parler donc de l'importance du dialogue, et en cela, je vais faire un lien avec non seulement mon travail théorique à l'Université de Montréal, dont je viens de parler il y a 2 minutes, mais également avec le travail que je fais donc au sein de la seule organisation intergouvernementale qui promeut principalement le dialogue interreligieux, avec
une dimension de l'interculturel également. Et ce travail, il ne se fait pas dans ce qu'on appelle l'introduction aux grandes traditions religieuses, à ce qu'on appelle la littératie religieuse. Non, le focus de l'organisation intergouvernementale est de promouvoir les compétences en dialogue afin de les appliquer dans le concret de nos réalités quotidiennes, qu'elles soient individuelles, familiales, professionnelles, institutionnelles, etc., à tous les niveaux du local jusqu'au global, de pratiquer ces compétences de dialogue de façon à pouvoir justement promouvoir la culture de la paix et du développement et de la citoyenneté pour qu'on arrive à une cohésion sociale plus grande, pour réduire les exclusions que certaines personnes se sentent quand ils perçoivent leur lien aux dynamiques surtout nationales, mais parfois aussi internationales ou même locales dans leur vie du quotidien. Donc, je crois que les efforts de cette association de dialogue sans frontières présentée par l'ambassadeur Savadogo me semblent absolument justes. Et nous travaillons au niveau international à cette même dynamique de penser le dialogue pas en soi, dans une finalité surtout entre religions ou entre adhérents de traditions religieuses différentes, au niveau de l'accroissement de leurs connaissances mutuelles les uns par rapport aux autres, ce qui est bon. Monsieur Brodeur, si vous êtes traducteur, je demande un rythme moins rapide, s'il vous plaît. D'accord. Je m'excuse. J'ai tendance à parler trop vite. D'accord. Et donc, je remercie donc l'ambassadeur Savadogo de nous donner cet exemple concret à partir du Burkina Faso et au-delà de comment on ancre le dialogue dans des besoins concrets de développement et de travail pour la paix dans des sociétés qui justement vivent l'injustice de dynamique économique mondiale qui souvent sont passées inaperçues pour ceux qui participent de différentes classes plus aisées, quel que soit leur lieu géographique particulier. Donc, c'est important de penser ces différences au niveau social et au niveau économique parce qu'elles influencent les lectures du passé et du présent et influencent et vont souvent être au cœur des identités idéologiques qui vont encourager certains discours essentialistes et extrémistes. Et donc, on a absolument besoin de jumeler ces différents aspects d'idéologie ou d'identité idéologique également aux identités religieuses, culturelles, civilisationnelles et autres. J'aimerais justement parler finalement et j'ai beaucoup apprécié en passant le plaidoyer pour inclure la démocratie aussi, que le professeur Maghraoui a très bien présenté, dans le processus que le dialogue s'insère finalement dans des pratiques démocratiques. Alors, si le dialogue peut être, des compétences du dialogue peuvent commencer déjà à la maison, alors on favorise finalement le processus de vie démocratique à une échelle sociale de plus en plus large parce qu'on comprend que l'ouverture à l'altérité, elle passe certainement et surtout par le rapport d'humanisation de l'autre qui nécessite le temps de prendre le temps de s'écouter, nécessite le temps de parler plus lentement lorsqu'on a besoin de traduction, justement. Alors, voilà. Et donc, je terminerai simplement en disant que les questions pour préserver et transmettre justement cette mémoire pour ancrer l'altérité, moi, je me demande où sont les efforts, et nous y participons à Vienne à travers le CAICID, qui vous transmet d'ailleurs ses salutations. Je crois qu'on travaille à commencer à cartographier les efforts de dialogue interreligieux qui se font dans par le monde, mais au-delà de ça, il faut penser aussi le concept de cartographier qui doit inclure plusieurs éléments. Il y a la cartographie bibliographique. Donc, et j'apprécie beaucoup Madame Samia Hatroubi qui nous a montré des livres justement qui sont récents et qui sont très importants de prendre connaissance. Et donc, cet élément de cartographie bibliographique, elle est normale, on la comprend tous. Mais il faut rajouter maintenant une cartographie webographique de tous les sites web qui existent. Ça, on est en construction et plusieurs d'entre nous qui utilisons évidemment nos sites web comme vitrine
contemporaine de ce que nous faisons. Nous y ajoutons souvent des liens, des partenaires, des gens qui partagent nos efforts de dialogue, mais il faut y rajouter une filmographie. Et là, c'est pour faire appel justement au fait que de plus en plus, la plus jeune génération, elle est médiatisée de telle façon ou éduquée à la médiatisation de telle façon que le visuel, l'auditif deviennent plus importants que l'écrit souvent. Et donc, nous, il faut s'adapter également à rendre possible et accessible ces différentes formes donc, que j'appellerais donc sous forme de filmographie et audiographie. Tous les clips et les documentaires plus ou moins longs ou courts, les entrevues de personnes qui sont nos personnes qui vivent encore heureusement et qu'il faut interviewer justement avant qu'elles décèdent pour pouvoir passer leur savoir et leur savoir-faire aux autres générations. Et finalement, le dernier aspect pour moi de cette cartographie qu'il manque beaucoup, je crois, c'est une cartographie institutionnelle où sont finalement les organisations, les associations, même les branches de ministères, par exemple, comme la Rabita al-Mohammadiya, les ulama fi al-Maghreb, ça fait partie d'un ministère, mais à l'intérieur duquel on retrouve des éléments qui sont très importants institutionnellement, organisationnellement. Et donc, faire la cartographie mondiale de tout ça devient essentiel parce que c'est ça qui va permettre éventuellement aux jeunes de pouvoir aller se trouver un espace concret de lien. Et là, mon dernier point de conclusion, c'est lorsqu'on enseigne et qu'on veut transformer et qu'on veut inclure les jeunes dans leur façon de comprendre la réalité et justement se nourrir de cette mémoire pour une altérité constructive et positive, ben, il va falloir développer aussi des systèmes des syllabus et des systèmes de rencontres qui soient à géométrie variable, mais que je préfère appeler à géographie variable. Et en cela, on commence d'abord par le local pour aller vers la région, le national et ainsi de suite. Et c'est ça qui va donner un sens aux jeunes. Parce qu'on peut parler de ce qui se passe en Andalousie si on est en Malaisie, mais pour le Malaisien, c'est beaucoup plus important de parler évidemment du développement de l'interaction en Indonésie ou dans les îles de l'archipel indonésien-malaisien, parce que c'est local, c'est plus proche, et ainsi de suite. Mais l'Indonésie parle aux Maghrébins, c'est certain, parce que c'est géographiquement proche, il y a toute une histoire de relations. Donc, comment est-ce qu'on développe nos syllabus pour justement aller chercher tous les archives et toutes les connaissances en savoir et savoir-faire qui a été déjà mentionné, pour les rendre accessibles à nos jeunes générations, ce qui demande également, phrase de conclusion, d'investir dans le dialogue intergénérationnel. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Thank you very much. Merci pour cette réaction à chaud diverses interventions, les uns et les autres. Et merci, entre autres idées, d'avoir insisté aussi sur cette approche démocratique qui avait été soulevée, en tout cas en ce qui me concerne, dès l'ouverture de ces travaux. À partir aussi d'une autre idée qui est celle de l'intensification des mobilités humaines. Lorsqu'on, par exemple, on parle un peu dans la suite de ce que M. Sambé a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'émigration aujourd'hui, on parle tout le temps d'émigration sud-nord. Donc, par exemple, pour les migrations africaines, elles sont fondamentalement intra-africaines. Et donc, la confrontation aux nouvelles altérités, à l'autre nouveau, pas simplement celui qu'on a connu dans l'histoire, est primordial. Aujourd'hui, le Maroc est un pays d'immigration, l'Afrique du Sud l'est, la Côte d'Ivoire, et donc fondamentalement, et aussi c'est la même évolution dans les autres continents. L'autre est de plus en plus soi-même d'une certaine manière. En tout cas, merci de votre réaction. Nous avons encore maintenant un peu de temps, 45 minutes. Donc j'aimerais d'abord, en demandant aux uns et aux autres, par pitié pour les traducteurs et pour là aussi notre rapporteur, de parler doucement. Moi aussi, je parle trop vite, malheureusement. Donc, je m'excuse moi aussi à mon tour. Et donc, je voudrais savoir si parmi les intervenants, les participants, il y a des réactions déjà avant d'ouvrir plus largement la parole. Qui d'entre nous,
les participants souhaiteraient. Voilà, M. Marawi, il y a déjà une première réaction. Oui, merci. Je voudrais juste reprendre ce qui a été dit juste maintenant, en invoquant un petit peu le concept de ce qu'on appelle l'histoire-monde. Histoire-monde. Et d'ailleurs, la revue Hesperis vient justement d'avoir récemment une édition sur ce concept-là. Alors, pourquoi j'invoque le concept d'histoire-monde? Parce que c'est justement une autre manière d'être premièrement critique de l'eurocentrisme et d'être aussi critique de la notion d'authenticité. Et la perspective de l'histoire-monde, c'est justement la culture est une chose qui est dynamique, qui est le produit d'interaction entre cultures. Et c'est une très bonne critique justement de la perspective nationaliste de l'histoire. Ici, c'est en rapport avec ce qui a été dit avec la dimension géographique. Alors, l'histoire-monde, justement, va au-delà des frontières avec une perspective humaniste de l'histoire et critique vers l'eurocentrisme. Et je pense que nous devons avoir plus, en parlant de syllabus, de cours, par exemple, dans les pays au Maroc, parce qu'il y a un manque, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire-monde par rapport à d'autres pays, même par rapport à la France, où le concept d'histoire-monde reste toujours moins développé par rapport aux États-Unis ou dans l'Amérique latine, qui devient de plus en plus important. Alors là, c'est une perspective vraiment intéressante et je voulais juste parler un petit peu de... Ce n'est pas juste une question d'histoire locale, mais c'est aussi de la perspective de l'histoire-monde. Merci. Merci, M. Marawi, de ce rappel essentiel. Il y a maintenant en France aussi quelques publications avec cette approche, mais moins que dans le monde anglo-saxon de l'évidence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Samia, à vous. Oui, alors j'abonde, hein, tous les propos ont été extrêmement intéressants. J'aimerais juste revenir sur quelques points. Alors oui, effectivement, sur le processus, enfin la nécessité de mettre en avant la filmographie, tout ce qui est visuel. Enfin, je suis pas très, je fais partie d'une génération presque jeune, hein, j'ai bientôt plus l'âge d'être jeune, mais en tout cas, effectivement, je me rends compte déjà du gap, de l'abysse qui peut me séparer entre ceux qui ont été mes élèves, mes étudiants et moi-même, avec cette nécessité absolue d'avoir de la vidéo. Effectivement, les livres paraissent désuets. Alors oui, un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur le concept de domination et du rapport de pouvoir qui peut se jouer dans le dialogue interreligieux. Alors je disais que dans le cadre de ma recherche précédente, avant ma recherche doctorale, j'avais travaillé sur le parcours biographique et les parcours en tout cas des musulmans français dans les associations interreligieuses. Et souvent j'avais été tout à fait marquée parce que quand on entre dans une association interreligieuse, on pense souvent que le référent religieux va être le premier qu'on va réactiver. C'est souvent celui que les acteurs musulmans réactivent. Sauf que ce qu'il se joue aussi, c'est que certains acteurs me disaient: «Ah, mais moi, je me rends compte qu'en fait, je suis noir». Voilà, je me rends compte que je suis issu de banlieue et en fait, et que dans d'autres associations, on peut avoir des fois ces chocs. Moi, j'écoutais une de mes actrices qui me parlait de choc des cultures de la banlieue avec ce qu'elle voyait comme la culture blanche, bretonne, un peu bourgeoise. Et ce que joue aussi, ce sont aussi des pouvoirs de domination. Moi, je parle du retour du refoulé, c'est-à-dire qu'on pense que l'identité et la question de la reconnaissance sont souvent au cœur des revendications des individus, mais la question sociale ou la question sociale, la question de classe, la question du genre aussi dans le dialogue interreligieux, c'est-à-dire la présence des femmes, et la question générationnelle sont autant d'éléments qui viennent complexifier les rapports entre les individus. Et c'est là où aussi ça nous permet de sortir de cette vision essentialiste de je suis uniquement juif, je suis uniquement musulman. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Les gens sont issus de différents milieux,
portent aussi des histoires. Quand on est, par exemple, dans les rapports entre juifs et musulmans, quand on est d'origine, par exemple, tunisienne ou marocaine, ce n'est pas la même chose que d'être juif ashkénaze et quand on est en face de quelqu'un qui est d'origine maghrébine. Les interactions et les rapports sont complètement différents. C'est pour ça que j'abonde dans ce sens en disant oui, alors c'est difficile en 10 minutes de tout complexifier, mais oui, complexifions aussi ce rapport à l'altérité, parce que l'altérité, elle n'est pas seulement religieuse ou spirituelle, et même au sein du champ interreligieux. Voilà, c'était ma petite contribution. Merci, Samia. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Déjà, parce que je ne vois pas, je crois qu'un peu de fatigue a touché les participants, parce que ça fait 2 jours de Vincent Ferrandi. Vincent? Oui, merci Idriss. Vas-y. J'attache de plus en plus de l'importance aux mots que l'on utilise. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, je parlais avant tout du dialogue interreligieux, puis, et en particulier, je pense à coexister, qui m'avait amené un nouveau terme qui était l'interconvictionnel. Et je voudrais remercier Patrice Broder pour ce concept qu'il nous développait tout à l'heure de l'intervisionnel, parce que il me semble qu'effectivement ce terme est d'une part peut-être plus neutre, et il le disait lui-même, tout le monde a une vision du monde, et en même temps je pense qu'il peut donc rejoindre le plus grand nombre, et qu'aujourd'hui, surtout dans cette période quand même de l'histoire où me semble-t-il on est dans un ou des mondes qui s'achèvent et d'autres qui naissent, il est important de pouvoir échanger, et que l'on soit un simple citoyen, que l'on soit un fellah ou un universitaire, de quelle est cette vision que l'on peut porter, et de pouvoir ainsi, dans nos échanges et dans cette recherche d'une altérité partagée, développer finalement sans a priori ce qui peut être ma vision, ou comprendre quelle est la vision de l'autre. Donc, un grand merci pour votre apport. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'aimerais simplement insister sur un petit point qui est celui qui s'est posé en fait, en tout cas dans l'histoire des migrations en Europe et notamment en France, qui est ce rapport entre l'individu et la communauté. C'est-à-dire qu'on est maintenant depuis une trentaine, le mot, par exemple, les musulmans, s'est imposé d'évidence. Il devient comme à un moment, par exemple, j'étais assez souvent révolté d'entendre parler à la 3e génération de harkis, de jeunes harkis. On parlait, les enfants des harkis étaient encore harkis en France, dans le langage public, dans le langage de certains hommes politiques, comme si cette qualité se transmettait par le sang. Il y a d'évidence aussi à rappeler tout le temps, me semble-t-il, la liberté de l'individu de couper avec la communauté d'origine, avec le groupe d'origine, de s'émanciper du groupe d'origine. Il ne peut y avoir en aucun cas une sorte d'admonestation, d'assignation à l'origine permanente. C'était, me semble-t-il, en tout cas, l'enjeu d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui fait encore beaucoup de bruit, qui est l'affaire de Salman Rushdie. En fait, ce qu'on reprochait à Salman Rushdie, d'une certaine manière, c'est lui reprocher d'avoir quitté l'islam, alors qu'il n'avait jamais revendiqué cette appartenance, et qu'il l'avait quitté par la fiction, pas par une affirmation positive, mais par la seule force et pouvoir de la fiction. En tout cas, bon, je crois qu'on ne va pas prolonger plus, on ne semble pas avoir fait le tour de la problématique, mais en tout cas, avoir reçu et justement fait don. Merci à vous tous, et j'espère vous retrouver les uns et les autres in situ, hein, après cette pandémie. Nous souhaitons à la maman de M. Broder un propre rétablissement, de bonnes nouvelles pour lui, et à très très bientôt. Merci infiniment, et à demain pour ceux qui le pourront. Merci. Merci.